Bienvenue sur Mediapart et dans notre nouvelle collection Écrire l'histoire. Alors écrire l'histoire, on le dit parfois de personnes marquantes dont on a l'impression de suivre une épopée en direct, mais écrire l'histoire, c'est aussi une tâche ardue, scientifique, celle de rendre compte du passé avec méthode. Et c'est dans ce cadre que je suis très heureux d'accueillir Carmen Bernand. Bonjour. Bonjour, merci beaucoup. Alors vous êtes l'auteur d'Histoire des peuples d'Amérique, c'est publié chez Fayard. C'est un livre important qui fait 600 pages, qui est très complet. Il s'agit, selon vos mots, d'un essai sur la culture des peuples originaires du continent américain. Et dans ce livre, vous faites l'effort de dépasser les spécialisations disciplinaires ou géographiques pour offrir aux lecteurs profanes une vue d'ensemble et peut-être aux spécialistes eux-mêmes une vue d'ensemble. Alors il se trouve que vous êtes ethnologue, anthropologue de formation, il faut dire que vous avez fait vos classes, si j'ose dire, auprès de Lévi-Strauss, c'est pas rien. Et pourtant vous avez senti la nécessité de vous frotter à des travaux d'archéologie. Et j'aimerais que vous puissiez nous dire pourquoi. Qu'est-ce que l'archéologie, pourquoi c'est important d'y recourir pour faire cette histoire-là des peuples d'Amérique ? Écoutez, on ne peut pas en rester aux chroniques du XVIe siècle, qui sont très bonnes par ailleurs, qui sont très complètes. Il était nécessaire quand même de savoir qu'est-ce qu'on pouvait voir dans les objets, dans les choses matérielles qui étaient restées enfouies depuis des siècles. Donc j'ai commencé à lire de l'archéologie, qui est une discipline assez austère. Et donc j'en ai lu quand même beaucoup parce que les archéologues, ils racontent comment ils ont fait leurs fouilles et puis après ils arrivent sur les conclusions qui sont importantes pour nous. Et là c'était absolument fascinant parce que, à condition d'effacer les frontières nationales, parce que ça c'est la bêtise à ne pas faire, et il y avait des choses qui ressortaient, ne fût-ce que par l'iconographie, par toute une série d'éléments. Et cela m'a pris beaucoup de temps parce que je n'avais pas lu, j'avais lu des choses en archéologie comme tout le monde, mais je n'avais pas travaillé dessus. Et j'ai complété avec ce qu'on avait sur les génomes, sur la génétique. Alors là, c'est un autre problème. Bon, on va pas revenir sur ces questions qui sont un peu contestables, mais il y a aussi les sciences naturelles, parce que pour savoir quels sont les animaux qui sont représentés. Il faut quand même savoir où est-ce qu'ils vivaient. Bon, je prends un seul exemple pour que vous voyez l'intérêt. Il y a un albatros qui est d'une espèce particulière, qui est représenté chez les Maoris. Mais cet albatros n'existe pas en Océanie. Il existe sur la côte équatorienne. Alors ça pose des problèmes. Moi, je me borne à dire qu'il y a problème, mais pour les contacts éventuels, c'est tout de même important. Alors là, j'ai pris donc l'iconographie, et de tout cet amas d'informations, il est ressorti une chose que je vais mentionner très rapidement, mais qui en fait c'est le fil conducteur de ce livre, c'est la présence comme une sorte d'archétype. Et j'ai employé exprès ce terme qui fait problème, justement parce que ça fait problème, de conception relative à la montagne et aux cavités qui apparaissent dans l'Amérique du Nord, du Centre, du Sud, qui apparaissent partout. Et alors, et ça c'est un thème, et un autre thème, c'est qu'il y a là une sorte de réservoir symbolique de fertilité, et pas tellement symbolique, parce que l'eau, tout de même, c'est très concret, il y a des sources et des rivières, et il y a aussi la gestion de cette fécondité, de cette eau, et cette gestion, c'est ce que j'ai appelé, mais on n'aura pas le temps d'en dire plus, la violence sacerdotale. Il faut que, si vous voulez manger, en gros, vous devez donner quelque chose. Rien n'est gratuit. Alors, d'où les sacrifices. D'où les sacrifices qui ont toujours existé. On a beau dire non, jamais, non, c'est pas possible. Oui.
Alors, je voudrais quand même rester sur le début de cette histoire des peuples d'Amérique, parce que quand on s'intéresse à l'apparition et aux tribulations des premières espèces humaines et d'Homo sapiens en particulier, le premier chapitre sur les origines, il est assez fascinant, parce que on vous voit un peu à l'œuvre en tant qu'historienne, justement. On voit que vous racontez que des découvertes récentes, des nouvelles techniques d'investigation, parfois très pointues, permettent d'apprendre des choses sur qui ont été les premiers à peupler le continent. Et la première chose qu'on apprend, c'est surtout qu'on a fait reculer dans le temps le moment où les premiers humains sont arrivés sur le continent américain. Des batailles très dures, parce que jusqu'au début du XXIe siècle, pour les Américains, c'était Folsom, c'était les premières cultures étaient arrivées et avaient éclos, disons, sur le territoire du nord du Texas, parce qu'ils avaient trouvé des sites très bien faits. Mais on en a trouvé de plus anciens au Chili, on en a trouvé aussi du côté du Grand Nord canadien, on en a trouvé le long de la côte pacifique, on en a trouvé au Brésil. Alors là, ça fait toute une histoire, mais au Brésil, on a trouvé des peintures rupestres très anciennes. On remonte à peu près jusqu'à combien de temps pour se donner une idée là, par rapport à notre ère? La personne qui a fait évoluer tout ça prétend qu'on pourrait aller jusqu'à 50 000. 50 000 avant notre ère. Avant notre 50 000 ans. Mais ce qu'on sait maintenant, c'est que 30 000, c'est bien possible. Dans toute la région du Mato Grosso, de Minas Gerais, par là. Alors, ça pose un problème énorme, parce qu'on pense toujours que... Moi, c'est comme ça que j'ai appris que les gens sont arrivés de Bering, morts de froid. Bon, par le détroit, ils sont arrivés, certes. Et ils sont descendus à pied, ils sont arrivés en terre de feu. Ils ont beaucoup marché, effectivement. Or, il s'avère, en lisant des choses de géologues, que c'était pratiquement impossible. Ce fameux couloir, c'était impossible parce qu'il y avait des éboulements. Bon, c'était affreux. Et donc, la chose la plus simple, c'est tout de même le cabotage. Parce que si vous regardez... par la mer. Si vous regardez la carte, à partir de Kamtchatka, il y a des îles qui arrivent là-bas. Et les gens avaient déjà cette vision de cette côte américaine. Donc, tout cela est très lent parce qu'il faut que l'Académie puisse dire d'accord. Les preuves ne sont jamais 100% parce que c'est très difficile, et pour une autre raison qui nous concerne aussi un peu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un réchauffement climatique très fort après la glaciation, qui fait que tous ces sites côtiers n'existent plus, pour ainsi dire. Donc des traces ont et les traces. Mais il reste l'Amazonie, où on découvre grâce aux rayons laser que ce n'était pas l'enfer vert, que ce n'était pas le désert, bien au contraire. Alors, je procède un peu par bond dans le temps, parce que la masse d'informations est importante, et j'aimerais que vous nous expliquiez un terme que moi, personnellement, je ne connaissais pas, ce que vous appelez la période formative pour les peuples américains. Donc, c'est le moment, de ce que j'ai compris, où les sociétés deviennent plus complexes qu'auparavant. Et vous dites qu'il y a une différence par rapport à l'Europe, à ce qu'on a appris en Europe sur le néolithique, c'est-à-dire que les sociétés deviennent plus complexes en se sédentarisant, en pratiquant l'agriculture. Vous dites, en Amérique, ça ne s'est pas passé de la même façon, quoi. Bon, je vais donner quelques exemples très simples, parce qu'on pourrait discuter longtemps. D'abord, en Amérique, il n'y a pas eu de taureaux, de bœufs, de vaches, de cochons comme en Europe ou au Moyen-Orient, ni de chevaux. Il y a eu des chevaux anciens, préhistoriques, mais bon, c'est un autre problème. Donc déjà, les séquences qui sont européennes, qui sont fondées sur
ce que les marxistes appellent les forces productives. Bon, tout ça n'existe pas. Dans un seul endroit, il y a eu quelques bêtes de somme, des bêtes de somme, pas quelques, les lamas, c'est les hauts plateaux, la cordillère des Andes. Dans les Andes. Pas au Mexique non plus, ni aux États-Unis, ce qui est l'Amérique du Nord. Alors ça, c'est une chose. Autre chose qui est très différente, c'est le fer qui n'était pas travaillé. Ou s'il était travaillé sur la côte nord-ouest du Canada et des États-Unis, c'était parce qu'on trouvait des épaves d'embarcations de Chinois et de Japonais qui, eux, savaient qu'on pouvait naviguer par là et pêcher. Et donc, ils ont utilisé un peu ce fer qui était là, et ils l'ont martelé, mais très peu. Alors, vous avez ces éléments qui sont fondamentaux pour les séquences archéologiques européennes et du Vieux Monde qui manquent là-bas. Alors, il y a d'autres choses qui apparaissent avec l'autre difficulté, c'est qu'on a très peu de textes. Quand même, pour la Mésopotamie, on a des textes, pour l'Égypte. Après, bon, pour les Romains, bien sûr, les Grecs, évidemment. Mais très peu de textes, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas. Parce qu'il y a des figures, des incisions qui reprennent des thèmes. Et donc, on n'a pas la clé. Vous dites que même dans le tissage, on s'aperçoit qu'il y a des histoires qui étaient racontées grâce à des repères. Bien sûr, il y a des mnémotechniques, comme au Pérou, par exemple, pas partout. Au Mexique, bon, les Mayas ont une écriture tout à fait digne des écritures du monde entier. Ils ont une mathématique très avancée. Ils ont inventé le zéro avant les Arabes. Donc déjà, c'est un plus pour eux. Il y a des formes d'écriture, mais on ne sait pas les interpréter. On peut maintenant, après longtemps de travaux et de doutes, déchiffrer presque toute l'écriture maya. On ne sait pas tout à fait comment fonctionnait l'écriture zapotèque qui était antérieure. Donc ça nous remonte au formatif, pas au formatif, mais au début quand même des civilisations. Et donc les séquences sont différentes. Alors évidemment pour les Mexicains, elles sont le formatif débouche sur l'évolution des cités. Alors il y a le préclassique, le classique, tout ça c'est le classique, épiclassique, post-classique, sont des étiquettes parce qu'il faut bien ranger tout ça. Les choses, ouais. Et ça ne correspond pas toujours avec les séquences du Pérou, sauf une chose qui, moi, m'a impressionné, c'est autour de l'an 1000, il se passe quelque chose. Alors, c'était ma question à bon. à venir. Donc, vous faites la transition toute seule. C'est que, justement, il y a un moment dans le livre où vous dites autour de l'an 1000, il y a une sorte de désenclavement qui concerne le continent dans son ensemble et qui concerne les cités-États. Et c'est à partir de ce moment-là que se structurent des unités de domination politique de plus en plus grandes qui débouchent ensuite sur les empires, ce qui est le plus connu quand même dans la conscience collective, l'empire aztèque, l'empire inca. Et vous dites que tout ça s'est supporté pas seulement par des actes de conquête et de violence, mais aussi par le commerce, par les marchands, et aussi par des idéologies, ce que vous appelez des idéologies intégratrices. Qu'est-ce que vous entendez par ce terme-là ? Par exemple, on trouve dans l'iconographie mexicaine la figure du serpent à plumes Quetzalcóatl qui apparaît très tôt, très tôt, et qui se développe jusqu'aux Aztèques. Donc, elle prend quand même des siècles et des siècles. Et à un moment donné,
avec la Teotihuacan, qui est une cité que tous ceux qui sont allés à Mexico, c'est à côté de Mexico, qui est impressionnante de dimension. C'est vraiment une cité dont on n'imagine pas l'ampleur. Il pouvait y avoir combien de personnes on ne sait pas très bien parce qu'il y avait aussi des habitations périssables, mais des milliers de personnes, bien plus. Et ce sont des cités polyethniques. Donc cette figure s'est imposée au monde maya au moment où c'était le déclin des grandes civilisations, les mathématiciens et tout ce qu'on a cité. Et donc ce personnage de serpent à plumes qui porte différents noms, bien sûr, c'est un peu une sorte de rassemblement autour d'une croyance ou d'un être qu'on pourrait appeler une divinité pour simplifier. Et vous avez la même chose au Pérou, parce qu'au Pérou, quand vous allez à la porte du soleil, voir la porte du soleil de Tiahuanaco, ça c'est autour de l'an 1000, il y a le seigneur au bâton, qui s'appelait Viracocha, et qui est très connu, tous les touristes y vont, et qu'on le retrouve chez les Incas, mais avant. Et bien avant, parce que parfois même c'est au moment du formatif. On a ces personnages qui brandissent des sceptres, qui ont des têtes félines aussi, et qui vont petit à petit devenir de plus en plus abstraits, mais c'est le même personnage. Alors, dans ce qu'on dit là sur le désenclavement, la circulation de certains symboles, il y a un autre motif qui est récurrent dans l'ouvrage, c'est l'idée que, en fait, ça a toujours circulé. En fait, il y a toujours eu des trajets, des routes. Vous citez beaucoup d'exemples. Et donc ça, pour vous, c'est quand même un des résultats de votre enquête, de votre synthèse. Oui. C'est quand même ça. C'est qu'au fond, les aires culturelles qu'on identifie, comme vous l'avez dit, un peu par commodité, pour classer les choses, elles ont souvent ou toujours été en contact, y compris à des distances très lointaines compte tenu des techniques de l'époque. Mais je crois que je vais donner un exemple qui va peut-être être clair pour des personnes qui ne sont pas nécessairement des spécialistes de la question. Quand les Espagnols arrivent, ils se trouvent à Panama, ils ne peuvent pas aller au Pérou sans que les gens leur disent qu'il y a une route, etc. C'est de toute évidence. Mais comme ça, ce n'est pas écrit noir sur blanc, encore que c'est écrit, mais bon, on n'a pas tenu compte. C'est comme la lettre volée qui est sous vos yeux et vous ne la voyez pas. Et les indigènes disent « Ah, on croyait que vous étiez des marchands ». Ils disent « Non, 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 pas du tout ». Et alors là, il y a un choc, parce qu'ils attendaient des marchands. Et ces marchands sont apparus très tôt, et c'est un petit pays aujourd'hui, comme l'Équateur, qui a eu les premiers marchands. Ça aussi, on ne le savait pas. Les Équatoriens sont très fiers parce que c'est tout de même un centre de diffusion qu'on ne pouvait pas imaginer il y a quelques décennies. Et ils ont eu des marchands parce que l'Équateur est un pays où l'accès à la montagne et à l'accès au piémont amazonien est relativement facile. C'est un pays plus petit que le Pérou. Le Pérou, c'est très très dur pour arriver et franchir toutes ces régions. En Équateur, non. Et donc, ils sont allés en Amazonie, commercer avec les Amazoniens. Et ils sont allés un peu partout sur la sierra, sur la montagne. Et puis, ils avaient des barques. Et ça, on le sait parce qu'elles sont dessinées et sont même façonnées par la poterie. Ils avaient des chamans aussi avec des coquillages. Alors, justement, vous parlez je rebondis sur ce que vous dites aussi sur les chamans, parce que ça occupe une place assez importante dans le livre. Oui. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous expliquer le statut de ces chamans? Parce que c'est vrai que moi, j'ai associé ça à une sorte de pratique religieuse. Et en fait, dans le livre, j'ai compris que ils étaient ni du côté
on va dire, des rois, de l'aristocratie, mais ils n'étaient pas non plus considérés comme un clergé. C'était un statut particulier de gens qui avaient accès à d'autres mondes, notamment par les pratiques hallucinatoires. On connaît très bien les chamans, enfin maintenant oui, les chamans ont donné ce chamanisme à l'Amérique en Sibérie. Et donc, ils sont toujours là. Hein. Après l'Union soviétique et tout, ils sont toujours là. Et ça, les chamans originaires étaient des individus qui pouvaient accéder à des niveaux invisibles de la réalité et pour amadouer les esprits, parce que leur problème était de trouver du gibier. Ou des poissons sans lesquels les populations de chasseurs-cueilleurs mouraient tout simplement. Donc c'est quand même une nécessité vitale. Et donc il y a toute une série de techniques pour arriver, la musique, la transe, les hallucinogènes, etc. Bon, ces chamans sont passés en Amérique aussi, parce que c'est un continent où vous les trouvez transformés. Mais pas tellement. Pas tellement. Il y a quand même des choses qui restent un peu archétypales. Et ces chamans, par exemple en Équateur, ils sont recouverts de coquillages parce que le coquillage est un produit magique. Et ça, on a des témoignages. Moi, j'en ai vu même il y a quelques années. En Équateur, c'est encore utilisé. Et donc, ils sont revêtus et ils permettent l'accès aux objets précieux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Grosso modo, parce que je ne prétends pas avoir toutes ces séquences, évidemment que non, mais un peu pour essayer de comprendre, c'est qu'avec les cités, les pyramides, avec l'accroissement de la population, le pouvoir central qui était très fort, et on le voit à l'iconographie, ces chamans, certains sont devenus des prêtres, mais c'est autre chose, la fonction sacerdotale. Et les autres sont restés parce qu'ils soignaient, ils soignaient les épidémies, le mauvais temps. Bon, ils connaissaient les réalités qui affectent tout le monde. Et donc, on retrouve ces deux-là. Pour simplifier encore, au moment de la conquête, évidemment, les prêtres sautent. Le sacrifice humain, bon, c'est le christianisme, impossible. Mais pas ces chamans de village que j'ai encore vus. C'est un élément qui est resté. Alors, justement, ça fait écho à une autre question que j'avais sur la conquête, parce que vous l'avez évoqué aussi tout à l'heure, quand vous avez évoqué l'arrivée des Espagnols. Vous évoquez le fait que avant les grands empires dont je parlais tout à l'heure, Aztèques, Incas, il y avait déjà eu des effondrements civilisationnels en quelque sorte, ou des effondrements de cités en tout cas. Et quel statut du coup on donne à la conquête par les Espagnols, notamment parce que là, on a un effondrement, mais ça va plus loin. C'est qu'on sait qu'il y a des populations qui ont été décimées, des cultures anéanties. Est-ce que c'est un effondrement comme il y en a eu d'autres avant, ou est-ce qu'il y a quand même un statut particulier, une césure particulière je crois qu'il y a un statut particulier. Si on essaie de réfléchir sans faire des considérations morales, parce que c'est le XVIe siècle et que tous les soldats sont des brutes, ils vont au butin en Europe, en Asie et en Amérique évidemment. Il y a eu un effondrement involontaire parce que les gens ne savaient pas qu'il y avait des microbes. Ça, il faut quand même savoir que Pasteur, c'est le premier qui a dit attention à ça. Donc ils ne savaient pas, il y a eu un effondrement effrayant dont on ne peut pas mesurer l'ampleur parce qu'il n'y a pas de texte, il n'y a pas de statistiques. Alors, mais un effondrement qui était relatif dans ce sens que malgré cette décimation, on peut parler de décimation, il y a eu un renouveau. La preuve, c'est que c'est quand même dans les mondes ibériques d'aujourd'hui qu'il y a le plus d'Indiens, pour tous les gens qui sont allés en Amérique latine. Bon. Alors, évidemment, ce sont des indigènes, pour la plupart, qui se sont métissés.
presque tous, parce que c'est un continent de métissage. Et donc, on a changé de statut, effectivement. Et puis, il y a eu, jusqu'à la fin de l'époque coloniale, il y avait encore quelques structures qui rappelaient le monde ancien, parce que les Espagnols les ont copiées. Ils ont trouvé que ça marchait très bien chez les Incas, payer tribut, eh ben, ils allaient payer tribut, comme toujours, comme par tradition. Bon, sans doute, c'était pas tout à fait la même chose, mais bon, c'était conservé. C'est au XIXe siècle que le monde indigène a souffert énormément parce qu'au nom de la citoyenneté, donc au moment des libérations nationales, voilà, de la conquête des indépendances, les Indiens étaient restés Indiens parce qu'ils avaient leurs terres que la couronne d'Espagne leur a réattribuées. Bon. Et donc, c'est pour ça qu'ils étaient Indiens et qu'ils avaient des lois particulières. Donc vous dites que la formation des États-nations modernes a été un autre oui, parce que tout le monde est pareil. Et quand on commence à dire ça, c'est toujours au détriment de quelques-uns. Et donc les paysans, ils ne pouvaient pas se racheter les terres, c'était absurde. Et on passait plus de 100 ans à se battre pour qu'on reconnaisse les terres, même avec les documents coloniaux disant les Espagnols nous ont dit que c'était ça, voilà. Et le Mexique a été sans doute le premier, grâce à la révolution mexicaine, avec Zapata. En 1910. En 1910. Le Pérou avait supprimé certaines choses, mais je peux vous dire, moi je suis âgée, mais pas Mathusalem, que j'ai quand même vu au Pérou, quand j'étais gamine, je dis gamine, j'avais 20 ans, vendre des terres avec les bêtes et les personnes. Bon, alors c'était hors la loi, mais bon, qu'est-ce que ça peut faire? En Équateur, plus tard, dans les années 70, on appelait ça des relations précaires. Alors précaires pour qui et pourquoi? Non, precarias. Bon. Équateur, c'était interdit depuis le début du XXe siècle. Donc tout ça a été très très lent. Et je crois qu'il y a une chose qui est très importante, que je n'avais pas compris ça quand j'étais très jeune, parce que je ne suis pas une personne religieuse. Je l'ai compris après en travaillant et en voyant les gens. Le christianisme, il a créé quand même une dynamique. Et donc, comme c'était des gens qui étaient ce que nous appelons polythéistes, bon, le Christ, il est venu occuper une place. Et l'iconographie du Christ, au Mexique, elle est extraordinaire, puisque c'est un sacrifié couvert de sang. Et sur les évangiles, les catéchismes plutôt, que les Indiens ont dessinés, le Christ, il n'est pas avec la lance sur le côté, en plein cœur. Donc, et il va chercher les os des morts et remonte. Alors, vous voyez, il y a quelque chose qui s'est fait. D'une réappropriation. Une réappropriation pour les Mayas. Les Espagnols ne sont pas du tout des chrétiens, ils sont très méchants. Ce sont eux qui sont les vrais. Et là, j'en dis, parce que c'est quand même assez hallucinant. Alors, eux, ils s'approprient. Et donc, c'est un moment, je crois, qui est extrêmement important et qu'on ne peut pas non plus dire, bon, oui, ils sont venus, ils ont saccagé, etc. Ça, c'est bien sûr. Sinon, ce ne serait pas un empire colonial. Mais bon, mais ça crée autre chose qui fait qu'ils sont toujours là. Et qui parlent tous espagnol. Voilà. Et des luttes qui continuent, bien sûr. Et des luttes qui continuent. Dans de nombreux pays. La dernière question de l'entretien, elle a trait à la conclusion, parce que c'est assez frappant d'ailleurs de voir, après ce travail qui est quand même assez monumental quand même, je disais qu'il y avait 600 pages, et il faut souligner, parce que tous les éditeurs ne le font pas, qu'il y a un index, il y a une bibliographie, donc il y a un appareil aussi qui est très riche. Et en conclusion, vous dites, au moment où j'écris
la conclusion, j'apprends telle nouvelle. On a l'impression de savoirs qui sont pour le coup vraiment pas fixés, que c'est tout le temps évolutif. Alors intellectuellement, c'est sans doute très, très excitant. Sur quel front, peut-être un exemple, disons, sur lequel vous attendez, vous espérez une découverte, une avancée pour mieux comprendre les choses? C'est certainement de l'archéologie Ouais. et des nouvelles technologies. Notamment sur la forêt amazonienne, c'est intéressant parce qu'on a beaucoup parlé des feux en Amazonie cet été. Oui, oui, oui. Et vous dites, voilà, typiquement là, on sait qu'il y avait sans doute des groupes humains, mais on a très peu de connaissances. C'était une matrice de plantes. Et là, on peut pas, j'allais dire, hélas, on le fait, on commence à couper les arbres, mais bon, on espère que ça ne va pas durer. Et grâce aux nouvelles technologies, on peut voir à travers. Et donc, on a vu déjà des restes de sites humains. De sites humains. Des Espagnols le disaient. Parce qu'ils étaient là, ils ont vu. Alors on dit non, ils disaient n'importe quoi, c'était des gens sans. Non, ils ne disaient pas n'importe quoi, ils ont vu. Et c'est la même chose pour les Mayas. Et les Mayas, il y a des villes qui surgissent du néant, si l'on peut dire, grâce au laser. Donc on en saura beaucoup plus. Et c'est comme ça, les savoirs, on arrive, on croit comprendre, et puis après, il y a d'autres qui viennent, et c'est normal. Je vous remercie beaucoup, Carmen Vernon, pour cet entretien. Je rappelle ce livre, Histoire des peuples d'Amérique aux éditions Fayard. Merci de nous avoir suivis, et puis je vous renvoie à notre site pour retrouver dans l'onglet Studio notamment tous nos entretiens vidéo.